Merci, panélistes, d'être avec nous et aussi tout le monde, tout le reste du monde dans la salle. On parle on a nommé cette table ronde un peu les bons coups, les bonnes pratiques en intersectorialité, mais on peut aussi parler des moins bons coups, des défis, des enjeux, mais largement pour arriver aux opportunités, tout ça. J'ai une petite citation de Daboudi et al. De 2012 qui parlait des changements climatiques. Il a dit, pas pour dire qu'on doit être d'accord, mais pour nous inspirer, que la réponse au changement climatique a constitué un défi, non pas parce qu'elle nécessitait un tout nouvel ensemble de paradigmes, de méthodes et d'instruments politiques, mais parce qu'elle tranchait les frontières des disciplines scientifiques et des services gouvernementaux sectoriels. Maintenant, le Fonds de recherche du Québec, on est probablement toutes et tous très familières avec la définition, mais je vais la lire quand même pour alimenter un peu nos discussions, pour on a quand même cette base, mais qui est écrit, je prends ça de leur site web, là, avec la recherche intersectorielle, le Fonds de recherche du Québec, invite à dépasser la simple réunion juxtaposition de plusieurs disciplines et secteurs pour résoudre un problème ou de saisir d'un objet de recherche. Concrètement, un maillage intersectoriel en recherche prend forme de différentes façons, à la conception et au développement conjoint au sein de projets, de problématiques mobilisant les questions des objets de recherche communs, au développement d'une méthodologie innovante, adaptée à chaque problème et intégrant les approches de chacun des secteurs représentés au sein du projet, à la composition des équipes, des chercheurs d'au moins deux secteurs, des trois grands secteurs couverts par la FRQ, et l'inclusion de toutes les sphères de la société par des approches de recherche collaborative avec les milieux utilisateurs, citoyens. Trois points. Donc, j'ouvre la discussion aujourd'hui. Je vais poser premièrement une question à tout le monde pour ouvrir les choses, puis après ça, je vais poser une question individuellement au panel, puis après ça, ouvrir la discussion plus largement à tout le monde dans le public. Donc, on aurait tout le monde la chance de discuter. Et puis, alors, ma première question, suivant cette définition de l'intersectorialité présentée par la FRQ, quel est, selon votre expérience, le grand défi d'avancer une approche intersectorielle, que ce soit dans la recherche ou dans la pratique, ou les deux à la fois, qui concerne les risques systémiques liés à l'eau? Puis on va juste passer de gauche à droite. Philippe? Pardon, je n'ai pas présenté la panel, je m'excuse. Largement, tout le monde a été introduit. Si on commence avec Philippe, bien, professeur d'hydroclimatologie au département de géographie à l'UQAM, directeur général du risque depuis 2019 et chercheur au Centre pour l'étude pour simulation du climat à l'échelle régionale, l'ESCAF. Après l'obtention de son doctorat en sciences de l'environnement, thèse modélisation régionale du climat en 1999 à l'UQAM, il a été chercheur postdoctoral à Pêche et Océan Canada, puis chercheur scientifique à Environnement Canada. Je te laisse parler, puis je vais introduire chacun à son tour. Alors, je vais être court. Euh, Quand je prends mon chapeau risque, je retourne dans mes projets disciplinaires au centre Pesquer, études et simulations du climat à l'échelle régionale, ce que je viens de voir de Geneviève, ce qu'on a discuté ce matin, c'est de transposer ça dans ma discipline qui est l'hydrométéorologie et la modélisation régionale du climat, puis j'ai énormément de difficultés. Ça prouve à quel point on est encore très cloisonné, on a énormément de difficultés, mais ça c'est normal, l'être humain, tu sors de ton cadre, tu n'es pas à l'aise. Puis surtout, il y a des concepts, on va reparler peut-être pendant la table ronde, qui sont importants. Tu as parlé d'intersectorialité, mais je vais tout de suite adresser une petite chose, puis pour laisser la parole aussi aux autres. Évidemment, les inondations, elles viennent d'un problème au départ, en plus des autres problèmes qui sont limités au toit, etc. Mais au départ, la pluie, elle vient évidemment du ciel. Fait que c'est nous, les météorologues, qui devons générer une information qui, à un moment donné, doit être utilisée par toutes sortes d'applications. Le problème en faisant ça, c'est que
on se rend compte à quel point il y a une compartimentation, pas juste de la discipline, mais je dirais de la gouvernance du problème de l'eau. Depuis qu'elle part du ciel ou qu'elle part d'océan, qu'elle se retrouve sur le sol à devoir générer. Au Québec, c'est pire que dans n'importe quelle autre province du Canada. Vous savez, pour des raisons évidemment juridiction provinciale versus fédérale, Environnement Canada, dès qu'il produit une prévision météorologique, dès que l'eau elle touche le sol, ça n'est plus sa responsabilité. Ça n'existe pas dans les autres provinces canadiennes. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'eau, c'est un continuum. Je vais prendre l'exemple, hier, on était avec mes collègues en hydrométéorologie pour parler d'extrême, au Nouveau-Brunswick, notre province qui est à côté. Le fédéral travaille avec l'équivalent du ministère de l'Environnement au Nouveau-Brunswick pour faire que cette goutte d'eau, elle puisse être utilisée par les modèles hydrologiques qui viennent du fédéral, qui viennent du provincial. On s'en fout. Et ça, c'est un problème majeur. Alors, ça me frustre à la fois dans ma discipline, mais aussi dans l'application que je préfère de ma discipline à moi, pour en faire une application véritablement sans barrière, sans problème de silo. À chaque fois que cette goutte d'eau, on veut en faire quelque chose qui va être utilisable, que ce soit d'un point de vue hydrologique ou de l'application dans différents domaines. Voilà. On va certainement en reparler, mais c'est un bel exemple de montrer à quel point cet cloisonnement et ce problème de gouvernance il est particulièrement, on va dire, important ici au Québec. Et ça n'existe pas, comme je le dis, dans le reste du Canada. Merci, Philippe. On va passer la parole à Geneviève Pordelot. Je vais te réintroduire pour celles et ceux qui sont peut-être en ligne et aussi parce qu'on va rediffuser notre conversation aujourd'hui. Professeur agrégé au Centre Eau-Terre-Environnement de l'INRS, ses travaux en hydrogéochimie visent à caractériser l'écoulement de l'eau souterraine au niveau régional, faire le suivi des contaminants ou encore comprendre les interactions entre les eaux souterraines et de surface. Elle est également titulaire de la chaire de recherche du Canada pour la protection des eaux souterraines dans un monde en changement. Quel est, selon votre expérience, le grand défi d'avancer une approche intersectorielle? Bien, je pense que dans un contexte comme les inondations ou les risques systémiques liés au climat, c'est vraiment essentiel de le faire. Et en même temps, ce qui est difficile, c'est que pour un projet qu'on essaie de monter, là, on veut être des chercheurs de 2, 3 secteurs différents qui font quelque chose qui fait du sens pour chacun ensemble, qui fait du sens aussi pour les partenaires, parce qu'on nous demande aussi d'avoir des partenaires dans la communauté privée ou autre. Donc là, c'est vraiment très, très appliqué comme projet. Mais en même temps, il faut aussi pour nos étudiants et pour nous aussi, pour nos carrières, qu'on fasse des avancées scientifiques plus fondamentales dans nos expertises, dans nos domaines. Fait que ça devient vite assez complexe à gérer avec une enveloppe budgétaire qui n'est pas plus grosse qu'avant, mettons. Fait qu'avec mettons, un 200 000 de projet, on a beaucoup de critères à remplir, mais en plus de ces critères-là qui font un projet appliqué, c'est ça, il faut aller faire avancer la science. Dans le projet dont je parlais ce matin, qui a été financé par le risque et Ouranos, on a eu la chance que mon étudiante en sciences naturelles a vraiment fait quand même des avancées assez significatives là, pour une maîtrise. J'ai un projet similaire à Madagascar où là, ça a été vraiment, c'est ça, plus compliqué avec les acteurs, tout ça. Puis là, mes étudiants au doctorat, en examen doctoral, se font dire, ouais, mais c'est quoi tes avancées scientifiques? Oui, tu as fait un projet utile pour la communauté, mais en termes d'avancées scientifiques, on ne voit pas comment ça peut donner un doctorat. Fait que ça, pour moi, là, je vois que c'est un gros défi pour l'instant. Parce que c'est ça, il faut aller dans des problématiques vraiment plus pointues liées à notre domaine de science, en même temps qu'il faut faire tout le reste pour s'arrimer avec les autres secteurs de recherche. C'est vraiment pertinent de le faire aussi, c'est juste complexe. C'est complexe, effectivement. Nicolas Milot, directeur de la transition écologique à la communauté métropolitaine de Montréal, qui occupe ce poste depuis janvier 2024. Nicolas a précédemment fait partie de l'équipe inondation de la CMM où il s'occupait des dossiers liés à la réglementation et à la gestion du risque. Nicolas détient un doctorat en sciences de l'environnement de l'UQAM. Nicolas. Oui. Puis je vais revenir à cette fin-là, parce que j'ai quand même été jusqu'en 2014 là, dans le milieu universitaire, donc à l'Institut des sciences de l'environnement. On s'est croisé, Philippe, de cette époque-là. Aujourd'hui, l'équipe que je dirige, c'est 20 scientifiques. Fait que, tu sais, j'ai de la science, mais dans le monde public. Puis je vous dirais, le gros défi que je remarque, c'est que, puis le dossier des inondations est particulièrement révélateur là-dessus.
À la fin du film, on parle d'une adaptation très concrète là, de l'utilisation du territoire par différentes fonctions, notamment les habitations résidentielles. Puis, on arrive à la fin, puis ça fait depuis 2017 qu'on est inquiet là-dessus, puis on n'a jamais posé la question centrale. On a répondu à plein de questions. On voulait faire des meilleures cartes, on voulait mieux comprendre le risque, on a fait des matrices de risque, et à la fin, la question, c'est l'impact sur le propriétaire. Ultimement, là, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va avoir réussi ou échoué. Comment répondons-nous à la question de comment gérer l'impact sur le propriétaire? Cet impact-là, il est majeur. Il est voire même dramatique. On s'est préoccupé du côté dramatique humain de l'inondation. On n'a pas encore parlé du côté dramatique de la perte de propriété qu'on va générer. Là. On va générer ça. C'est fascinant, là, ça fait 8 ans. On arrive là, il y a un règlement qui va être adopté théoriquement le mois prochain. Il va rentrer en fonction en décembre. Les banques commencent à réaliser qu'ils vont devoir en décembre avoir une stratégie face à leurs emprunteurs, donc ceux qui ils voient venir le choc. Desjardins n'est pas content du tout de l'article de journal qui est sorti l'année passée à Saint-Paul en disant qu'il sortirait des zones à risque. Et on la voit venir depuis le début de cette question-là et personne ne l'a pris en charge. Personne. Puis, pourtant, c'est pas qu'il n'y a pas d'effort. On est toutes les universités du Québec font partie du risque, tous les corps publics sont impliqués et on n'a pas parlé de cette question-là qui va être celle par laquelle le succès de la démarche va passer. Imaginez, qu'est-ce qui se passe si on a une réticence énorme à cette application-là? Le gouvernement risque de reculer. Ça va être naturel comme réaction et donc on va avoir raté la cible. S'il n'y a pas cette chose-là, ben, c'est des drames dans chaque ménage affecté. Dans le Grand Montréal, c'est 10 milliards de valeur foncière en résidentiel seulement. Donc, c'est 15 000 propriétaires qui risquent de vivre ce drame-là. Et on n'a pas posé cette question-là. Moi, je pense que le grand défi de l'intersectorialité, c'est de aussi être capable de se ramener à la vraie bonne question. Puis je ne dis pas que dès le départ, on aurait pu l'identifier peut-être aussi fortement, mais qu'on arrive à ce point à la dernière minute, sans réponse à cette question-là. C'est la preuve que malgré qu'on a plein de disciplines là, qui se côtoient, là, on n'a pas été capable de faire ça. Donc, ça, je pense que c'est un révélateur très, très grand. Puis je comprends la posture de chaque joueur. Elle est porteuse de ses contraintes, de ses intérêts, mais collectivement, il faut quand même reconnaître qu'on est passé à côté, sans doute, de la plus importante des questions. Quelqu'un hier avait mentionné que c'est peut-être le moment d'aller du paradigme de la compréhension du risque à un paradigme de gestion de risque d'action. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Anne-Sophie Simard, merci beaucoup, Nicolas. Directeur, pardon, titulaire, directrice. Paragraphe d'en bas, titulaire d'un baccalauréat en psychologie, d'une maîtrise en travail social, actuellement doctorante en sciences humaines appliquées et chargée de cours en travail social à l'UQAC depuis 2023. Son projet de recherche doctorale porte sur le rôle du soutien parental dans la croissance post-traumatique d'adolescents ayant vécu une inondation. Quels sont les défis selon votre expérience? Étant intégré dans un doctorat qui est quand même interdisciplinaire, des fois, j'appuie un peu ce que j'aime bien dire au niveau de faire valoir quelque chose d'appliqué dans l'avancement de la recherche, de vraiment dire, OK, oui, on a différents secteurs, mais il faut les faire valoir aussi de façon équitable. Moi, c'est ça, des fois, je trouve difficile. J'ai un chapeau de travail social, c'est souvent ça qui ressort. Là, ils sont comme, OK, mais comment tu le fais de façon interdisciplinaire? Il faut que tu ressortes quand tu portes un peu plus ton projet. Ça, là, dans le cadre d'un doctorat, c'est ça le défi que je trouve, c'est des fois de sortir de ces postures naturelles qu'on va adopter. Même des fois, je dois faire valoir aussi là, le fait que les inondations, c'est quelque chose qui peut être abordé de façon interdisciplinaire dans nos milieux. On voit beaucoup des inondations, tu vas parler du réaménagement des berges, tu vas apporter de gestion, et on me rapporte toujours, ben, tu vas parler comment tu viens gérer les risques climatiques. On est ailleurs, on peut voir le problème
de façon différente au niveau humain, au niveau on peut assembler tout ça. Moi, ce que je trouve, c'est ce qui est intéressant, je quitte peut-être un peu le défi, mais ce qui est intéressant aussi, c'est l'apport peut-être des nouvelles techniques qu'on va développer, sortir justement là, du cadre naturel de ce qu'on veut faire, donc sortir un petit peu de ce qu'on fait, d'aller sonder le terrain différemment pour réussir à avoir des nouvelles réponses. Mais ça aussi, c'est difficile au niveau d'avoir une validation quand tu utilises des nouvelles techniques. Tu sais, pour aller sonder les populations, de se dire, bon, ben, OK, ben, est-ce que ça vaut vraiment la peine au niveau du financement de dire, ben, on connaît pas trop ça, cette technique d'entrevue-là, est-ce que vous êtes certain que ça va être bon? Donc, des fois, là, de se faire approuver, de se faire endosser, c'est plus difficile quand on est un petit peu novateur en adoptant une posture interdisciplinaire. Quand il y a plusieurs scientifiques dans la salle, chaque personne venant avec une méthodologie, une approche, des biais en soi, c'est pas toujours facile Des préoccupations de aussi les qui sont- citer ensemble de façon productive. Ça revient un peu peut-être Mhm. à l'énoncé de Nicolas. Merci. Nathalie Saint-Amour, professeure en travail social à l'Université du Québec à Outaouais, co-directrice du risque et responsable de l'antenne Risque UCO. Ses recherches portent sur l'impact des inondations pour les personnes, les intervenants et les communautés avec un grand intérêt pour la justice écologique. Nathalie, c'est quoi le plus grand défi? J'ai plein de notes, mais j'ai à la fois envie de réagir à tout ce que mes collègues ont déjà évoqué d'intéressant. Je voudrais juste dire pour ma collègue ici, là, c'est drôle parce qu'on ne se connaissait pas puis on s'est assis spontanément ensemble, mais je pense que malgré le manque de crédibilité du travail social dans la recherche, je crois qu'on a été des précurseurs parce que notre profession, notre discipline, le travail social, c'est en soi interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'on a toujours voulu réfléchir l'impact réciproque de l'individu sur l'environnement. Sauf que jusqu'à maintenant, on définissait l'environnement comme l'environnement social, économique et politique. Là, il a fallu inclure aussi la question de l'environnement écologique ou naturel. Mais on a déjà cette propension-là ou cette grille d'analyse-là de considérer les impacts mutuels là, de l'environnement sur les individus. Donc voilà, il faut le faire parce qu'il y a très peu de gens qui valorisent notre discipline, donc je saisis l'occasion. En fait, moi, je résumerais un peu ce que ma collègue a dit tout à l'heure en disant que la recherche intersectorielle, pour moi, c'est aussi la recherche interdisciplinaire. Là. Pour moi, donc interdisciplinaire, plusieurs professions, mais intersectorielle, des gens en provenance de différents secteurs, différentes parties de la communauté. Je pense que ça suppose de remettre en question notre façon de faire de la recherche complètement. C'est-à-dire qu'il faut passer d'une vision positiviste de la science à une vision constructiviste de la science. Quand on dit données probantes, si ça ne passe pas par des mathématiques ou des statistiques, c'est moins reconnu. Je vais y revenir dans la deuxième question. Il faut aussi passer d'un modèle de recherche qui se veut en dehors de la société, donc dans des laboratoires et tout ça, dans une recherche dans et avec la société. Et il faut passer d'une posture de chercheur comme étant neutre vers une posture de chercheur engagé. Pourquoi? Et je m'assume complètement dans cette partie engagée. Tu soulevais là, la passion à chaque fois que je parle, Stéphane. C'est que les inondations, ça s'inscrit vraiment dans on est dans un sentiment d'urgence. On est dans des situations complexes qui demandent des réponses complexes, je veux dire, qui demandent des réponses concrètes qui impliquent plusieurs gens et immédiats. Parce que si on veut que les gens commencent à faire confiance à la science, il faut qu'ils participent. Là, je vais y revenir dans la deuxième question, mais il faut qu'ils voient les résultats à court terme pour pouvoir avoir confiance. Donc, pour moi, faire de la recherche interdisciplinaire, intersectorielle, ça suppose une autre façon de voir la science. Quand je parlais de positivisme, on parle tout le temps de reproductivité des recherches.
Alors qu'on peut concevoir, par exemple, quand on fait de la recherche au niveau local, on se fait dire on ne peut pas reproduire ailleurs, mais il faut concevoir différemment qu'est-ce qu'on peut reproduire. Donc, dans un processus d'essaimage qu'on peut appeler, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reproduire le contenu, mais on peut accompagner d'autres démarches dans le processus, les apprentissages, etc. Fait que pour moi, le plus grand défi, c'est de faire reconnaître que faire de la science, c'est pas juste comme c'est traditionnellement fait, institutionnalisé dans nos universités par les gens qui financent la recherche. Donc, il y a des approches, des façons de faire, des savoirs scientifiques qui sont diverses. Ouais. Mais aussi, on a parlé des multiples acteurs impliqués autour des inondations, de la citoyenneté jusqu'au niveau des États des décideurs, qui implique plusieurs différents savoirs. Et tout ça, ça doit travailler ensemble quelque part. On, on pense merci beaucoup. Donc, ça débute bien en termes du problème, de l'enjeu, ce qui est devant nous, ce qu'on travaille. On travaille là-dessus au quotidien, en fait, tout le monde ici. On passerait donc à quelques questions pour creuser un peu davantage de chaque expérience de tout le monde ici à la table ronde. Philippe, qu'est-ce que le risque systémique? Et qu'est-ce que cela nous apporte en termes de connaissances scientifiques et pratiques? Comment établissez-vous un lien intersectoriel avec cette approche, l'approche systémique au risque? Alors, il y a trois questions. Je vais essayer de répondre. Et puis, je réagirai aussi avec ce qu'il avait dit. C'est très important. Je pense que l'intersectorialité, on a essuyé les plâtres, beaucoup. Puis, c'est normal que dans les phases où tu essuies les plâtres, ben, t'enlèves le J-propre, il y a les murs qui sont pourris. Et puis, je pourrais prendre des exemples, parce que tu connais bien ça, évidemment, euh, ayant gravité à l'ISE. D'abord, le risque systémique, plusieurs choses, et puis je ne peux pas ne pas en parler parce qu'il y a nos collègues aussi du pré-CRISA ici. Cette notion de risque systémique a beaucoup évolué et la COVID a accéléré le processus de réflexion entourant ce risque systémique. Je fais un peu le tour de la littérature, évidemment, c'est un domaine qui m'intéresse d'un point de vue hydrométéorologique. D'abord, le risque systémique, évidemment, on parle de plus en plus d'impact en cascade qui se propage à l'intérieur et aussi à l'extérieur des systèmes, des secteurs. Okay. Ça, c'est la définition d'ailleurs que vous allez retrouver dans l'UNDRR, United Nations Disaster Risk Reduction. Dans le dernier rapport du GAR, le Global Assessment Report, publié en 2022, ils l'ont mieux défini. Mais je vais y aller plus généralement parce que ça va m'amener aussi à répondre complètement aux autres questions qui sont là. D'abord, on se rend compte que, bon, dans le contexte du changement climatique, le risque systémique, il découle évidemment de l'augmentation de la croissance des émissions de gaz à effet de serre, l'impact sur les événements extrêmes, les liens de plus en plus complexes entre les différents systèmes socio-économiques et les changements continus de l'exposition et de la vulnérabilité. Ça aussi, ça a été mieux défini. Et je vais en reparler avec ce que Nicolas disait tout à l'heure. Ces concepts-là ne sont pas rentrés à l'intérieur de certains, on va dire, ministères. Ça pourrait éventuellement, une fois qu'ils vont être rentrés, impliquer qu'ils se préoccupent un peu plus des conséquences quand on parle des risques vis-à-vis des populations qui sont exposées, qui sont vulnérables. L'autre facteur qui s'est rajouté dans le Global Assessment Report, qui a été également publié dans le rapport du GIEC, c'est la notion de capacité à faire face et à se rétablir. Ça, on en a parlé tout à l'heure avec Jonas. Et puis des éléments qui sont très importants. Le deuxième élément, le risque systémique induit par le changement climatique est un risque holistique qui nécessite évidemment de tenir compte des interconnexions, interactions, etc., évolution dynamique de tous les composants qui génèrent justement les conséquences. Ça, c'est fondamental parce que l'ampleur de la propagation du risque et sa durée dépend justement des caractéristiques de toutes ces interconnexions, mais aussi de l'effet des risques ponctuels, d'événements ponctuels, et des interconnexions ou des combinaisons d'autres facteurs qui sont à l'intérieur, évidemment, des territoires, là où se produisent ces événements. Dernier élément,
domaine de l'impact, de la gravité, justement, encore une fois, la probabilité d'occurrence sont trois indicateurs clés dans l'évaluation du risque systémique et nécessitent justement les domaines d'impact qu'il faut inclure l'économie, la société, la sécurité intérieure, la santé humaine, les conditions de vie, tous ces éléments dont on parle directement sans les prononcer et qui nécessitent une vision holistique. Alors, deuxième élément, ça c'est la deuxième question, ça veut dire que la recherche sur le risque systémique, elle doit être abordée de façon holistique. Puis dans la nature même de nos structures gouvernance, c'est pas prévu pour ça. On en parlait tout à l'heure pour certains qui ont été aux toilettes avec moi. La façon dont, dès qu'on a un problème, on revient à notre façon générale de fonctionner par silo. En ce moment, on les voit, tous les ministères, là, ils ne veulent pas déroger de certaines choses parce qu'au-dessus de leur tête, il y a quelqu'un qui se prépare à la prochaine élection. Ils ne veulent surtout pas de dérapage. Nos collègues du CEF, qui sont le réseau le plus important dans le domaine de la foresterie, ils ont produit des super documents pour dire qu'il faut faire attention justement à l'utilisation de la forêt. Est-ce que ça change la façon dont la nouvelle politique justement d'utilisation des coupes en forêt? La réponse est non. Ça veut dire qu'il y a un problème de transfert de connaissances entre nous, les universitaires développons, et les décisions qui sont prises. Ce n'est pas juste un problème d'innovation. Troisième élément, et ça va vraiment terminer là-dessus, comment établir justement un lien sectoriel avec cette approche? D'abord, les approches sectorielles traditionnelles d'analyse et de gouvernance des risques systémiques, ça ne marche pas, on le sait. Parce que plus on va déterminer les composantes isolées, on sait que c'est inadéquat de faire justement embrasser toute cette complexité. Donc, ça veut dire, comme tu disais tout à l'heure, Nathalie, sortir de notre façon traditionnelle de faire de la recherche. Oui, prendre un peu plus de temps, parce que ce que tu as fait avec tes collègues, ça t'amène aussi à d'autres conclusions que tu n'avais pas fait si tu avais fait juste la partie des sciences naturelles, par exemple. Je vois même, moi, dans ma partie domaine en modélisation, dès que je parle du contexte des extrêmes et de l'application, bah, ça m'amène aussi à intégrer d'autres connaissances que je n'ai pas naturellement l'habitude d'intégrer. Deuxième élément, ça veut dire que la pensée systémique, bah, elle doit embrasser toutes sortes de complexités, d'incertitudes et les quantifier. C'est un nouveau paradigme qu'on est en train de créer. Peut-être on va plus vite dans certains domaines que dans d'autres, mais c'est tout ça qu'il faut aussi apprendre d'abord à se connaître, développer des relations de confiance, se faire confiance aussi dans les endroits où on n'est pas à l'aise parce que c'est pas notre domaine. Troisième élément, la question de la focalisation des films majeurs sur les risques systémiques. Ça veut dire que les facteurs transfrontaliers qui influencent les conséquences, ben, on doit absolument justement accepter de travailler en territoire inconnu, puis commencer justement à mettre à disposition nos connaissances, à disposition des autres. Ça prend toute une démarche. On en parlait d'ailleurs, pas trop, la formation qu'on a dans les universités, n'est-ce pas, pour ceux qui donnent des cours, elle est encore très, très disciplinaire. On a créé, il y en a, Jonas, tu as été DESS, gestion des risques majeurs ou la nouvelle résilience risque et catastrophe. On a développé un apprentissage par problème. Pourquoi? Pour casser les barrières. Et les gens comme Bernard Motouski en communication ou d'autres disciplines qui viennent parler de la façon dont on fait de l'intervention et du rétablissement, la communication. Il y a les gens en sécurité civile, il y a les géographes, il y a les géologues, etc., etc. Tout ça pour dire qu'il faut revoir aussi la façon dont on l'enseigne et on apprend aussi à nos étudiants à évoluer là-dedans. Je termine pour dire que une gamme de méthodes sont à développer justement dans ce nouveau paradigme scientifique pour identifier les multiples points d'entrée justement qui génèrent à la fois cette complexité, ces effets dominos. Il faut trouver une façon d'être aussi adaptatif pour justement faire en sorte que ce processus d'apprentissage collectif, ben, il va finir par aboutir justement dans les changements de décision. Que les gouvernements ne sont pas là pour prendre du recul en ce moment, pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dans l'urgence aussi. Et ils sont toujours à les prochaines élections et à préparer à mi-mandat ce qui va devoir faire en sorte qu'ils vont être ou pas réélus. La gestion des risques, c'est peut-être pas à court terme une certaine priorité. Je termine là-dessus. Voilà. Formidable. Merci, Philippe.
Ça me fait réfléchir un peu parce que souvent, pour moi, quand je regarde chaque projet, chaque problème, chaque défi, chaque intervention, ça crée nouveau format d'intersectorialité parce que les personnes, les individus impliqués changent, les acteurs changent et d'un coup, ce n'est jamais la même formule. Alors, ça s'exprime différemment chaque fois. Ça m'amène à la question, donc, pour Geneviève. Dans votre projet à vous, comment avez-vous abordé les enjeux d'intersectorialité? On a eu la présentation, il y avait une partie sciences sociales, une partie sciences naturelles. Comment avez-vous abordé ces enjeux dans ce projet? Quels ont été les défis et les avantages? Et après tout ça, est-ce qu'il y a eu un apprentissage, des choses que vous auriez changées ou améliorées? Ben, je dirais que tu sais, dans notre cas, on a vraiment, tu sais, on a co-construit le projet. C'est sûr que dans tout projet universitaire, tu as un leader de projet. Les fonds s'en vont à son université. Naturellement, c'est la personne qui va prendre le plus de responsabilités. Malgré ça, les autres co-chercheurs peuvent être impliqués à différentes intensités. Puis dans notre cas, on était vraiment très impliqués. Roxane Lavoie, qui est à l'Université Laval, était en charge du volet sciences sociales. Et puis, mais c'est sûr qu'on a abordé ça de façon un peu distincte, dans le sens où nos étudiants qu'on met sur ces projets-là, mon étudiant n'a pas de formation du tout en sciences sociales et inversement, donc ils ne peuvent pas intégrer les notions de sciences sociales dans le projet de mon étudiante qui regarde vraiment la qualité de l'eau, entre autres parce que nos formations ne nous permettent pas déjà, tu sais, au niveau bac, d'avoir ces connaissances-là. Malgré tout, ce qui était intéressant dans le cas de ce projet-là, c'était de faire d'ancrer les deux volets chez les mêmes populations. Donc, on allait échantillonner l'eau chez les gens et on allait questionner aussi, interviewer ces mêmes gens-là. Donc, on avait une perspective un peu double de ce qui se passe dans cette population précise-là. Ça, c'était super intéressant. Puis, mon étudiante en sciences naturelles a amené l'étudiante en sciences sociales sur le terrain pour l'aider à échantillonner, pour qu'elle voit ça implique quoi finalement quand les échantillons. Et inversement, mon étudiante a participé aux interviews juste pour être témoin un peu de c'est quoi la réalité dans le fond, des autres secteurs. Puis, j'aimerais ça, c'est sûr que dans un certain futur, j'ai l'impression que si on veut vraiment pousser l'intersectorialité, il faudrait effectivement l'intégrer un peu plus dans le cursus universitaire. Je ne l'ai pas dit, là, mais j'ai fait un an en sciences de l'environnement à l'UQAM, hein, puis en maîtrise, mais après ça, je suis partie, je ne l'ai pas terminé. Mais c'était la première fois que j'ai eu un cours de systémologie. J'ai capoté. J'étais comme, hein, on n'a pas toujours raison. On se le fait pas dire. On est en sciences, puis on se fait dire, c'est ça, la réalité, puis c'est vrai, c'est très physique ce qu'on apprend. Mais on ne voit pas du tout qu'il y a d'autres points de vue, puis que ultimement, même si les phénomènes physiques sont très, très réels, si on ne prend pas en compte les aspects humains, ça ne va rien donner. Fait que, tu sais, mais là, si on fait un bac en agronomie ou un bac en géologie, on a besoin d'avoir toute la panoplie de cours qui nous donne accès à, par exemple, l'ordre professionnel, donc il n'y a pas de place pour ces cours-là pour l'instant, tellement. Ça serait le fun, c'est sûr que dans le futur, il y a un peu plus de ça, mais tu sais, là, il faut faire des compromis. Mais au moins au niveau là, de la maîtrise, dans le fond, l'étudiante en sciences naturelles a fait une maîtrise recherche, l'autre étudiante a fait une maîtrise professionnelle avec essai, mais ils ont pu vraiment voir un peu les aspects des travaux de l'autre. Donc ça a été, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était une réussite du projet, puis je le referais de la même manière, je pense, si on avait le temps. Formidable. Merci beaucoup. Oui, ça me fait réfléchir parce qu'on parle de l'insectorialité comme une collaboration entre multiples personnes, mais les individus, nous-mêmes, parfois, on s'intersectorialise. Les formations sont de moins en moins en silo. On trouve les individus qui se retrouvent à travers leur vie de travailler dans multiples secteurs. Et donc, ça donne aussi de différentes perspectives, perceptions. De savoir individuel. Merci. Nathalie Saint-Amour. Oui, hein? Oui, hein? Quel est l'avantage de la conception et le développement conjoint de projets intersectoriels que vous voyez? Quelle est la richesse d'une perspective locale, des citoyens et des populations vulnérables pour les secteurs impliqués? Je parle souvent de l'antenne régionale Risque-UPO, mais là, c'est clairement une provocation. Non! Parce qu'en fait,
je réfléchissais à la question, puis je voulais te remercier, Stéphane, de m'avoir invité sur le panel parce que ça m'a invité à lire à vitesse grand V là, ce que je prévoyais faire un peu plus tard. Puis dans le fond, je suis en train de trouver sens là, à la démarche qu'on est en train de mener en Outaouais. Donc, pour les personnes qui ne savent pas encore, l'antenne risque-eau, c'est en fait la volonté du risque de rapprocher la recherche des acteurs du terrain. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni un ensemble d'acteurs, des acteurs de différents secteurs pour venir discuter avec nous de leurs besoins en termes de développement, partage de connaissances, mobilisation de connaissances. Et là, ben, j'avoue que ça fait faire de la gymnastique parce que notre perspective, c'est qu'il y a un appel de projet du risque qui arrive telle date. Comme chercheur, il faut obtenir du financement pour notre dossier de recherche, ça, mais on réunit des gens qui sont de la sécurité publique, du réseau de la santé, des services sociaux, du MAMACH, du ministère de l'Environnement, de la Croix-Rouge, des OBV. Fait qu'on réunit tous ces gens-là, puis on pense qu'en 2 rencontres, on va être capable de cibler un projet qui va répondre aux besoins de tout le monde en Outaouais, vraiment. Fait qu'un des défis, c'est ça prend du temps. Ça prend du temps. Et là, ce qu'on voit, c'est que les acteurs qui sont là avec nous, la première chose pour laquelle ils nous ont remerciés, c'est de pouvoir se rencontrer, de se parler ensemble, puis de se connaître. Fait que on est loin d'être en train de déposer une demande de financement au risque. On est en train de ah oui, tu fais ça. Ah, je t'ai toujours parlé quand on était en urgence. C'est la première fois qu'on se voit. Fait que ça prend vraiment, c'est le temps de faire le travail sur le terrain, c'est pas le temps habituel de la recherche, ça clairement. Puis pourquoi c'est intéressant au niveau local, contrairement à une recherche qu'on peut reproduire à grande échelle? Bien, c'est parce que les problèmes qui sont identifiés, tu sais, je vous parlais tantôt du type de recherche qu'on veut faire compte tenu des urgences au niveau de l'environnement, au niveau de la nécessité de s'adapter, c'est de résoudre des problèmes concrets, que la science, que les recherches servent à répondre à des problèmes concrets. Donc, les problèmes que les gens de notre région sont en train de cibler ensemble, ben, c'est des problèmes qui sont propres à notre région. On est entre le Québec et l'Ontario. On a tel type d'inondation. Puis même dans notre propre région, il y a les milieux ruraux, il y a les milieux urbains. Donc, vraiment, ce processus-là est vraiment, vraiment intéressant. Il va nous aider à cibler des besoins locaux à partir de ce que les acteurs ont besoin. Et après ça, bien, on va travailler ensemble, développer une façon de travailler ensemble. Mais là où on a encore un défi, parce qu'on l'a dit tantôt, là, c'est des problèmes complexes qui demandent le point de vue de différentes personnes, dont le point de vue des citoyens et citoyennes. Parce que quand on discute avec les acteurs, par exemple, des municipalités, des MRC, des ministères, il y a toutes sortes d'enjeux qui sortent, puis nous, comme chercheurs, on est super allumés. Quand on parle aux citoyens, ça, là, c'est pas ça l'important pour eux. Les enjeux qui préoccupent ces gens-là ne préoccupent pas nécessairement. Je ne veux pas dire qu'il n'y a rien qui se ressemble. Fait que là, le défi qu'on a, c'est d'inclure les citoyens dans notre discussion. Puis je vais terminer là-dessus. On est en train de réfléchir justement dans notre région sur comment on intègre les citoyens. Fait que nous, on a proposé de mettre en place un comité de citoyens. Mais là, encore, on se bute à une vision de l'acceptabilité sociale dont on parlait tantôt. C'est pour ça que j'étais passionnée, parce que les gens qui sont dans l'administration, puis tout ça, puis eux aussi ont besoin que les choses avancent. Pas juste les chercheurs qui sont pris dans le temps, les élections, etc., puis la volonté aussi de protéger les biens et la population. Eux veulent que un groupe de citoyens qu'on pourrait consulter sur des enjeux qui ont été discutés par les experts. Alors que nous, ce qu'on veut à l'antenne, c'est faire émerger des besoins qui viendraient des citoyens à travers le comité citoyen qui pourraient être soumis à... Fait que là, on est en train de jongler à ces deux affaires-là.
Puis on se dit que si on avait donné la parole aux citoyens plus tôt, ben, on serait déjà préoccupé par comment on fait, est-ce qu'il faut être délocalisé, tous ces enjeux-là. Si on les avait interrogés plus tôt, ils nous disent. On sent qu'il y a un épée de Damoclès au-dessus de notre tête, des choses sont en train de se décider, puis on ne sait pas, puis ça nous stresse. Voilà, vous voyez que je pourrais parler. Donc, plusieurs avantages à réunir les gens qui ont différentes préoccupations, différentes formes de savoir, en incluant les citoyens, mais ça prend du temps. C'est pas évident, on voit rapidement, une fois la lune de miel passée, on apprend à se connaître, on voit rapidement les objectifs commencer à se confronter, la différence des ressources disponibles et tout ça. Donc, on est un super beau laboratoire dans la vraie vie. Merci beaucoup. On constate au fur et à mesure, puis aussi dans les discussions de ce matin qu'on a entendu, qu'on a parlé d'acceptabilité sociale, la société quand même, elle est diverse. Quand on met 10 personnes dans la salle, on va entendre 10 perceptions, 10 points de vue, 10 différentes opinions sur leur expérience et ce qu'on devrait faire. Donc, ça augmente la complexité dont on a déjà parlé. Merci Nathalie. Anne-Sophie Simard, dans le projet de recherche que tu as présenté hier, tu as donné voix à quelques individus, quelques personnes. Quelle était l'importance de l'intersectorialité dans votre projet de recherche? Pourriez-vous nous donner un exemple de vos résultats, un récit, une discussion, par contre, qui met en évidence l'originalité de l'approche intersectorielle? Ben, nous, c'est certain qu'on est déjà une équipe qui est multidisciplinaire. À la base, on est dans ce milieu-là depuis très longtemps. Donc, on a voulu sortir aussi un peu de la vision là, positiviste, d'aller comprendre plus précisément. Oui, c'est beau, les jeunes, ils vivent ça. On voit que sur notre première étude, qu'il y avait des seuils préoccupants, par exemple au niveau de l'anxiété, des pensées suicidaires, c'était très préoccupant. Mais là, comment on vient comprendre ces données? Donc, nous, on a voulu pousser un petit peu plus loin ces préoccupations-là. Donc, c'est sûr que nous, c'était très important là, de venir comprendre les facteurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut sortir. Donc, sortir juste de l'aile de la santé, sortir de l'aile individuelle, donc voir au niveau de la famille, voir au niveau de l'école, comment que les jeunes qui évoluent dans un milieu qui est complexe et qui sont également exposés à des éléments qui sont complexes, comment qu'on peut voir des liens entre ces différents là, facteurs-là. Donc, pour nous, c'est certain que ça a été très important de mobiliser ça, mais aussi mobiliser différents acteurs. Donc, dans la communauté, nous, on veut vraiment inclure autant là, la voix des jeunes qu'on entend très peu. Là, ceux qui ont assisté hier à la présentation ont pu voir là, que c'est dans les recherches, là, c'est très peu porté la voix des jeunes sur les contextes qui les concernent, les changements climatiques ou encore leur vécu par rapport aux inondations, on va avoir plus tendance à porter un impact, une importance à la parole des adultes. Donc, de changer aussi la posture des gens sont placés où dans la recherche. Donc, on peut venir placer un jeune comme premier acteur en recherche. Donc, pour nous, c'est ça aussi qui est important, de venir repenser autrement, d'avoir d'autres façons de faire. On a également apporté ça dans les méthodologies différentes. Ceux qui ont pu assister l'an dernier, on est venu parler aussi du digital storytelling. Donc, ça, c'est aussi des éléments, c'est une technique de recherche, mais également d'intervention. Donc, on vient mélanger les deux pour avoir un impact sur la localité. Donc, c'est la création d'histoires numériques par les jeunes pour venir exposer qu'est-ce qu'ils ont vécu lors de l'inondation. Donc, ça permet également d'avoir une représentation de ce qu'eux ont comme vision, mais de le présenter à un large spectre de personnes. Donc, on inclut les parents, l'école, la famille. Donc là, c'est rendu possible de voir aussi, de sortir du cadre de oui, ils vivent des impacts, ils vivent de l'anxiété, mais comment que ça se matérialise dans leur vie. Puis, un résultat on l'a dit un petit peu hier, un résultat super étonnant, c'est mais mon Dieu, mon enfant a vécu tout ça. Donc, c'est des choses que si on était resté dans le cadre habituel de la recherche à dire, je vais aller rencontrer le jeune, je vais lui demander une entrevue, puis je vais rester un petit peu dans ma tour d'ivoire à pas le diffuser d'une façon peut-être avant-gardiste, les parents n'auraient pas réalisé, auraient eu une vision différente de ce que
leur enfant pouvait vivre. Donc là, la communauté a vu ce que les jeunes avaient en tête, qu'est-ce qu'ils ont, ils ont vraiment perçu de l'inondation, les parents, la communauté. Donc, ça permet de venir après ça, de porter un filet social de ces différents acteurs-là dans l'avenir, parce qu'on le sait, vont être exposés à d'autres inondations. Donc, c'est vraiment de repenser autrement de comment on peut venir avoir un impact chez le jeune, dans sa famille, mais aussi au niveau là, de la localité. Merci. On a parlé beaucoup des différentes perceptions, des différentes perspectives, que ça soit des jeunes, que ça soit des adultes, etc., de la société, de la population, les Québécoises, les Québécois. On a aussi parlé beaucoup des perspectives, des perceptions scientifiques, des savoirs scientifiques. On a aussi mélangé aussi des connaissances, des savoirs experts, décisionnels. On a entendu hier aussi les intervenants municipaux qui ont beaucoup parlé des différents enjeux de ces contextes. Hier, on a parlé beaucoup de la cartographie des risques, la gestion financière des inondations. Ça nous donne une thématique, une problématique près du jour, un enjeu qui est largement non seulement dans les discussions scientifiques, mais aussi dans les discussions populaires importantes, médiatiques, etc., qui touche sur les perceptions, mais aussi cette mélange, la gouvernance. Nicolas, chaque fois que je vous entends parler, vous parlez de choix de société. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi les choix de société sont-ils importants quand on parle de l'impact des changements climatiques, de nos outils comme la cartographie des zones inondables? Une approche intersectorielle aide-t-elle à mieux faire face aux choix qui attendent la société québécoise? Je pense simplement parce qu'on est en train d'en faire un, on s'en rend pas compte. Depuis les années 80, on a une vision du risque qui dit que de 0 à 20 ans, c'est grave, de 20 à 100, c'est moins grave, puis au-delà, on s'en va. C'est essentiellement, on a cristallisé un choix de société autour de ces choses-là. Je sais qu'historiquement, c'est calé sur le modèle américain qui avait cette division-là. Puis à chaque fois que j'ai posé la question pourquoi 20 et pas 40 ou 10, j'ai jamais eu de réponse. Personne n'était capable d'expliquer pourquoi c'est 20, pourquoi c'est 100. Je dis pas, peut-être parce que c'est des chiffrons. C'est peut-être juste notre amour des chiffrons qui fait ça. Et la réponse, elle n'est jamais venue. Au début des travaux de la CNM, on a travaillé avec Mathieu Boudreau qui était là hier. Là, on lui a demandé un petit projet très banal. Il a pris un quartier de la ville de Laval et on lui a demandé de faire un calcul actuariel pour voir, dans le fond, c'est où que ça pèse, c'est où le poids des dommages. Là. Puis il nous est arrivé avec une ligne où c'est à peu près le 1 à 17 ans, la zone de récurrence 0,17. C'est ça qui pèse lourd d'un point de vue financier. Tout le reste, là, c'est en tant que société, là, on devrait comme gérer ça. Ça devrait pas être un enjeu. C'est une façon de regarder le problème. Mais essentiellement, ce que Mathieu venait nous dire, c'est que si on a un choix de société à faire pour régler le bout financier de la question, ça devrait être de se dire, ben, enlevons toutes les maisons qui sont dans le 0,17, puis le reste, on devrait être. Puis là, je sais, les drames, mais le choix de société pourrait être celui-là et il ferait du sens. Puis c'est ça que tous les actuaires des banques font présentement. Ils regardent le parc immobilier puis ils font ce genre de calcul. Mais en tant que société, on est en train de faire des gestes importants. On rajoute le 350. On met des facteurs de majoration pour tenir compte des changements climatiques. On est dans un moment où essentiellement ce qu'on fait, c'est qu'on démontre que notre choix de société, c'est d'être de moins en moins tolérant au risque, alors que le contexte de changement climatique devrait nous impliquer l'inverse. On devrait être de plus en plus tolérant au risque parce que le risque, il va monter partout. Et là, on fait un choix de société qui va à l'envers de ça, puis ça nous freine. Par exemple, il y a beaucoup de discussions au niveau de qu'est-ce qu'on va permettre dans les fameux plans de gestion des villes. Essentiellement, ces plans-là, ça devrait être de comment pourrait-on mieux vivre avec la présence d'un risque en diminuant les vulnérabilités, en jouant sur des facteurs qui vont entraîner des variations au niveau de l'exposition, mais on devrait aller vers une société qui est de plus en plus habile pour vivre avec le risque. Puis ce qu'on est en train de faire comme choix, c'est complètement l'inverse.
Et on fait ces choix-là sans avoir répondu à des questions toutes simples, tu sais, pour vous mettre dans le... Ça fait 5 ans là, qu'on travaille sur, entre autres, la fameuse matrice là, avec les couleurs et tout ça. Puis, tu sais, la première version, il n'y avait pas de 20 ans, c'était 0-100, direct. Puis les travaux de Mathieu, je les ai utilisés pour dire, mais il faut garder le 20 ans. Ça n'a pas de sens de mettre le 0-100 de maison qui est dans le 5 ans puis une maison qui est dans le 100 ans dans la même situation réglementaire. On a fait avancer, puis ces questions-là, on les a fait avancer petit à petit, mais il y a encore des réponses fondamentales en termes de positionnement par rapport aux risques qui ne sont pas répondus, pour lesquels on n'a même pas commencé un début d'analyse scientifique la moindrement rigoureuse, mais on a pris une décision quand même. Pour donner un exemple, la personne qui est en zone inondable, mais que la maison elle est entièrement immunisée, zéro risque de dommages, on la laisse en zone inondable. Pour un principe qui se défend, c'est que l'accès à la propriété, c'est aussi un facteur de risque. Puis s'il y a un drame pendant l'inondation, il faut tenir compte de ça. Et le choix qu'on a fait, c'est un choix unilatéral de le mettre dans la même situation d'un point de vue cartographique et donc d'un point de vue de la perception des joueurs financiers, des banques. Et on n'a pas joué avec cette subtilité-là. Or, on sait qu'on est capable. On sait qu'on est capable. La ville de Gatineau, quand ils ont fait leur mandat de cartographie, il y avait un système de 2 couleurs, donc le fond de la carte et une couleur pour la propriété. Donc, on peut être dans plein rouge, mais la propriété est verte. Elle n'est pas exposée aux dommages par les gestes qui ont été faits. Là, on essaie de faire valoir les idées que, par exemple, Michel Leclerc, les certificats de résilience qu'on devrait faire valoir. On a encore, le règlement va être adopté, on n'a pas encore répondu à ces questions-là, mais qui sont pourtant centrales quand on se pose la question de ah oui, mais c'est quoi notre tolérance au risque? Et ça, c'est des choix de société. Si le choix de société, c'est de sortir le monde de la zone inondable, bien, ça implique d'aller vers un autre choix de société. On est au Québec, on n'est pas aux États-Unis. Il y a un choix de société historique qui est qu'on a une forme de contrat social quand même assez fort. On paie beaucoup d'impôts au Québec, mais on sait que ça vient avec une implication plus grande de l'État. On ne laisse pas les gens à eux-mêmes. C'est pas ça le choix de société qui existe au Québec. Présentement, laisser aller tous ces propriétaires-là avec plus de régime d'indemnisation publique, plus d'assureurs privés. Les assureurs n'ont jamais assuré, mais pas d'assurance privée, c'est les laisser à eux-mêmes. Il y a un choix de société majeur qui est en train de se poser et qui est en rupture pour ces gens-là avec ce que dans à peu près tous les autres secteurs d'activité au Québec, on fait. D'habitude, on a un État présent qui accompagne ce genre de situation-là. Là, on n'est pas là. Il y a des gens qui vont se retrouver en zone inondable, alors qu'ils n'ont jamais été. Et on est en train de leur faire un changement de choix de société très significatif. Je ne sais pas si beaucoup sont propriétaires ici. Là, je l'avais fait à Québec, là, cette analogie-là, mais si je vous disais demain matin que la confiance que vous avez que la maison que vous possédez ne va pas avoir un accroissement de sa valeur dans l'horizon 20 ans, qui veut encore être propriétaire? Mais personne. C'est ça le modèle. Le modèle de choix de société de la propriété au Québec, il repose sur un accroissement de la valeur de la propriété. Nous, on fait un geste qui va entraîner pour des dizaines de milliers de personnes l'inverse. Et on ne fait rien. On ne fait rien. On a parlé beaucoup de valeurs de propriété, mais aussi des valeurs, des mœurs, de la société sociale, culturelle, des individus. Ça ouvre plusieurs questions, mais je vois le panel commencer à réagir. Nathalie, Philippe, vous avez des choses à dire. On peut réagir, puis on va ouvrir la discussion aussi plus large à la salle. Nathalie? Ben, j'ai réagi, Nicolas, quand tu as dit oh, je m'excuse, c'est les drames humains, tu sais. Mais tu t'es repris après parce que dans le fond, ben, tu t'es repris à ma perspective. Ce que je veux dire, là, c'est de tenir compte de la misère humaine. C'est pas de dire vous voulez rester, on évalue qu'il y a des dangers parce que des scientifiques qui sont capables de le faire. Bon, le téléphone qui sonne. On fait tout ça. Ça ne veut pas dire de faire ce que les citoyens veulent, mais ça veut dire exactement ce sur quoi tu as fini. Si il y a une décision qui est prise que certains citoyens, citoyennes doivent être délocalisés,
on peut-tu déjà baisser leur incertitude, commencer à parler avec eux, puis comprennent pourquoi, puis les accompagner. C'est ça que je veux dire. Donc, d'inclure les préoccupations humaines avec les changements qu'on doit faire en aménagement du territoire, les changements technologiques, tout ça, puis de vouloir inclure les citoyens, c'est qu'il faut ils font partie du choix de société, tu sais. Puis pas juste les personnes inondées, parce qu'à Gatineau, on l'a vu aussi, tu sais, la première inondation, tout le monde voulait aller remplir les sacs de sable. La deuxième inondation, les gens ont dit, quand est-ce que, 3 jours après, on dit, quand est-ce que vous allez venir ramasser nos poubelles, tu sais. Fait qu'ils se disent, ben, vous avez voulu rester là. Fait qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, mais je trouve que c'est ça, il faut démystifier le fait que tenir compte de la dimension humaine, c'est pas pauvres autres, on va tout faire, tu sais, c'est vraiment de les inclure dans les discussions, de voir c'est quoi les possibilités, est-ce qu'on peut adapter la maison, est-ce que si c'est pas possible, est-ce qu'on peut les accompagner, là, c'est, pour moi, tenir compte du facteur humain, c'est ce que ça veut dire. Merci. Je pense à Ève puis Anne-Sophie hier ont parlé, en fait, à travers les inondations, les tornades aussi, la pandémie aussi, il y a eu une augmentation d'attachement au territoire, à la région où les gens vivaient. Euh, Ça me fait aussi penser à ce que Jonas a dit ce matin. La seule certitude, c'est que il y aura des risques. Il n'y a pas de zéro risque. Ça n'existe pas. On a mentionné plusieurs différents risques, les perspectives, etc. Ça me fait réfléchir aussi sur l'approche systémique, sur cette réflexion systémique. Mais Philippe, tu avais quelque chose à... Ouais, je partage tout à fait votre point de vue, mais je vais revenir sur ce que disait Nicolas, on est confronté à des choix de société, mais aussi on est confronté à des limites de connaissances ou des connaissances qui restent encore non transmises, non communiquées. Je vais juste rappeler une chose, puis je vais être adaptatif, ça signifie évidemment inculquer des processus d'apprentissage actifs tels qu'agir tôt, à l'intérieur aussi de nos structures, soit universitaires, gouvernementales, municipales ou CMM. Ça veut dire évaluer régulièrement et s'adapter continuellement. Ça, on ne fait pas ça. Alors, je vais revenir sur les chiffres, parce qu'on en parle évidemment dans le cadre du doctorat avec Bernard et Mathieu. Dans ma discipline, nous, on génère beaucoup de chiffres, énormément de chiffres. Ces chiffres-là n'ont jamais été, je dis bien jamais été, impliqués dans, je parle des nouvelles connaissances, dans les cartographies qui sont en train de se sortir, pour toutes sortes de raisons. D'abord, je reviens un tout petit peu. Rémi Quirion a insisté, d'abord, le risque ne vient pas du gouvernement actuel, vient de l'inondation de 2017 et des réflexions qui avaient été faites à l'époque par M. Hertel et autres, qui avaient mis en place le projet InfoCru avant l'arrivée évidemment du risque, et qui a mis en place aussi le RIF au moment où on a subi l'inondation de 2019. Rémi Quirion, au départ, quand il nous a réunis tous les universités, c'est passé par le bureau de coopération interuniversitaire, on a eu 3 séries de rencontres pour ceux qui étaient là avec tous les ministères. Tous les ministères. Il n'y en a pas un qui a dit on peut travailler ensemble, avec les universitaires, pas un. Par contre, ils nous ont impliqués, tu étais là Nicolas, dans le comité scientifique qui a été à l'origine, il y a eu le comité municipal du PPTF. Ça, c'était une bonne chose. Mais par contre, il y avait des choses en parallèle qui se faisaient. Je reviens à une histoire de chiffres. L'inondation qu'on a connue l'été dernier n'a rien à voir avec l'inondation fluviale. Elle a coûté 5 fois plus cher que l'inondation de 2017 et 2019 réunies. On n'en parle pas. Et les choix de société dont tu parles, Nicolas, là, ils vont venir ces événements-là. Demain, la semaine prochaine, dans 6 mois. Parce que ces événements-là, je le donnais hier comme exemple. Collègues, on sous-estime à l'heure actuelle ces chiffres-là qu'on n'utilise pas pour l'instant pour développer notre stratégie de résilience. On n'est pas adaptatif. On n'a pas appris des événements récents. Et on a surtout un gros problème, encore une fois, au Québec.
c'est l'incorporation des disciplines. La cartographie, pour l'instant, elle est exclusivement la spécialité des hydrologues. Il n'y a aucune personne dans le groupe qui vient de la spécialité en météorologie. Aucun. Je l'ai dit dès le départ, d'ailleurs, notre ami Nicolas, du MELCC, dont je viens d'oublier le nom, Richard, je lui avais dit, les cartes que vous êtes en train de faire viennent d'une méthodologie qui date de 10 ans en retard. On peut-tu impliquer des gens en météorologie dans l'équipe? La réponse n'a jamais été le cas. Bon, je reviens à l'histoire des chiffres, puis je vais terminer là-dessus. On a terminé cet exercice-là de cartographie qu'on va inclure. On sait très bien qu'elle est passée date, mais les chiffres dont tu parles, Nicolas, effectivement, même les verts, orange, rouge ou très rouge, quand je regarde ça, là, je ferme les yeux en disant, parce que moi, je sais un tout petit peu de ce qui s'en vient dans les modélisations qu'on est en train de faire à très haute résolution. Parce que les chiffres qu'on va voir, là, c'est pas du rouge, là, ça va être du ocre. Les précipitations qu'on va avoir au cours des prochaines, qu'on a eues l'année dernière, on n'a jamais vu ça au Québec. Alors, je posais la question et je termine là-dessus parce que, Flore, tu étais là. La semaine dernière, nous avons un atelier de maillage. J'ai posé la question à Claude Masse, qui est service météorologique canadien, en présence de Richard Turcotte. Je dis, on fait quoi face à l'inconnu, à des événements qu'on n'a jamais vus? Puis les deux m'ont répondu en même temps, Philippe, il va falloir qu'on travaille sur la communication des risques, qu'on quantifie l'incertitude, puis qu'on revoie peut-être une partie de nos façons de faire les choses. C'est une discussion qu'on a eue entre nous, mais ce serait le fun de la partager. Parce que ça, c'est fondamental. Si on veut être capable de s'adapter, il faut apprendre évidemment de nos erreurs. C'est la seule façon de s'adapter. Autrement, on ne s'adapterait à rien du tout. Et effectivement, je rejoins ce que Nicolas disait. Il faut faire attention à ne pas faire dire cartes qui s'en viennent, des choses qu'elles sont incapables de faire dire. Et surtout, de s'assurer d'avoir la bonne expertise d'où elles viennent pour être capable de bien interpréter les choses. Autrement, on s'en va tout loin dans nous. Parce qu'encore une fois, on va faire dire à ces cartes-là des choses qui n'ont rien à voir avec les événements récents. Rien à voir. Qui sont les plus coûteux. Et qui vont nécessiter très rapidement de trouver une façon que tous nos bâtiments, où qu'ils soient, surtout évidemment dans les cuvettes, pas au bord nécessairement des cours d'eau, soient mieux protégés qu'ils ne le sont actuellement. Oui. Ben moi, je voudrais réagir en fait un peu à ce que Nicolas disait, puis ça revient aussi à ce que Philippe disait. Là. En fait, c'est ça, d'accepter le risque. Et moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que, entre autres, j'ai appris beaucoup des résidents chez qui j'ai mené le projet. On était en bordure de rivière, on sait qu'elle déborde souvent, ils sont entourés d'eau quand ça déborde. Puis moi, je me disais, OK, je vais échantillonner chez eux dans une période où ils sont stressés. C'est pendant l'inondation, c'est après. Puis on leur communiquait un peu, on avait un certificat d'éthique, on leur disait, OK, vous risquez de vivre du stress, puis on va devoir être chez vous à ce moment-là. C'est pas ce que j'ai vu finalement. Ces gens-là ont acheté ces maisons-là en sachant que la rivière déborde à toutes les années ou à tous les 2 ans. Ils étaient super relax, puis moi, j'ai été vraiment estomaquée de ça, puis je me suis dit, OK, il y a vraiment... Tu sais, on a comme peur d'avoir peur, puis finalement, ces gens-là connaissent le risque, puis sont capables de le gérer, puis je trouvais ça quand même chouette. Puis après ça, je me suis dit, tu sais, là, on parle d'intersectorialité, les inondations avec la nouvelle cartographie, puis ça, c'est une chose. Les gens ont peur d'être dépossédés, évidemment, mais les risques, il y en a plein d'autres. Je veux dire, il y a des secteurs, tu sais, ça arrive de Montréal, qu'il y a des problèmes de manganèse, d'arsenic, d'origine naturelle dans les eaux souterraines. Tu n'as pas d'eau potable, si tu as un puits, là, ça ne marche pas. Pour ça, il y a des secteurs où il y a des risques de radon dans les sous-sols, mais toutes ces données-là ne sont pas publiques parce qu'on a comme peur d'avoir peur. Je discutais récemment avec un collègue français. Je n'ai pas validé l'information, mais c'est ce qu'il m'a dit. Là. Il a dit, en France, quand tu achètes une maison ou tu loues un appartement, on doit te remettre une fiche des risques, risque de séisme, risque pour l'eau potable, risque de telle affaire. Puis il dit, tu loues, tu achètes en connaissance de cause. Puis ultimement, je pense que les gens auraient peut-être justement moins peur en sachant que tout le monde est à risque de quelque chose à quelque part. Là. Fait que, tu sais, toi, tu prends connaissance de ça, puis est-ce que je suis honnête ou pas? Évidemment, quand on a une nouvelle cartographie, tout d'un coup, la personne se retrouve confrontée à quelque chose qu'elle n'a pas choisi. Hein, on dit que tu es dans une inondable, peut-être qu'il va falloir que tu partes. Je n'ai pas choisi ça parce que c'est arrivé pendant que j'étais là. Ça, c'est une chose. Il y a comme toujours un petit moment pivot là, dans cette communication-là. Si on sort des cartes de radon,
avec vraiment des données plus précises demain matin. Tu sais, c'est Par ça. exemple. Mais en même temps, il y a des solutions simples au radon aussi. Tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est pas un arrêt de mort, là. Il y a des solutions aussi, justement, adapter les bâtiments, évacuer l'air du sous-sol, tu sais. Puis je pense que c'est ça, il faut vraiment s'en être, surtout dans un contexte d'inconnu du futur, de nouveaux événements ou de nouveaux risques qu'on ne connaît pas. C'est ça, il faut apprendre à gérer ce risque-là, mais à l'accepter puis à se dire que tout le monde a des risques partout sur le territoire. On faut juste choisir nos risques. C'est une certitude qu'il y aura des risques. C'est sûr que dans les recherches que moi j'ai faites, ce que j'ai constaté, et ça c'était dehors du Québec, c'était en Colombie, mais que les participants de mon projet prenaient des décisions de vivre avec certains risques en balisant avec d'autres. Et c'était pas juste les risques naturels, physiques qu'ils prenaient en compte. C'était aussi les risques économiques, politiques, sociaux, qui prenaient dans leur prise de décision, qui étaient pas mal bien éduqués quand même, très informés et les résultats étaient aussi intéressants. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions du panel J'ai avant? envie de rebondir sur ce que tu dis parce que Oui. tout ce que tu dis en ce moment me revient en tête beaucoup. Il faut peut-être aussi cesser de voir ces personnes-là comme des pauvres victimes de leur destin. On est beaucoup dans une perspective de victimisation de ces personnes-là, tandis que c'est des personnes qui, au final, s'ils font le choix, parce que tu l'as remarqué quand tu es allé, ils n'étaient pas si stressés que ça parce qu'ils l'ont déjà vécu, ils sont adaptés à leur réalité d'inondation à répétition. Donc, c'est des choses même que moi, dans l'étude, les jeunes nous disent, arrêtez de nous voir comme juste des simples victimes des inondations. On a des forces en tant que communauté rurale qui est inondée à répétition. Donc, ça aussi, ça peut venir changer la perception du risque qu'on va avoir en tant que société. Là. Donc, je pense que c'est ça aussi qui me sonne beaucoup là, à la lumière de ce qui se dit actuellement. Puis c'est autant, je pense, de ce que tu viens de dire aussi en Colombie, tu sais, c'est des choses qui, ben, oui, on est adapté à notre communauté, on a une place dans notre société, on est attaché à notre endroit, on n'est pas des victimes parce qu'on choisit d'être. Et cette idée d'être agent actif en définissant la vie, on revient à cette idée de choix de société. De plus en plus, quand j'écoute, j'entends que je pose la question, est-ce que la cartographie, en fait, pour les gens qui habitent dans les zones inondables, est vue comme un plus grand risque que les inondations parfois? C'est en termes de perception, en termes de comment voir les choses. Est-ce qu'on ouvre à des questions? Oui. J'ai juste un commentaire sur ce qui vient d'être dit. En fait, ça ne doit pas uniquement changer la perception du risque qu'on a socialement ou collectivement, ça doit changer la caractérisation du risque. Et ensuite, le cadre réglementaire va pouvoir s'ajuster en conséquence. C'est le commentaire que je trouve. Commentaire, juste, Mme Bordelot, j'ai aimé le point quand vous parliez là, d'avertir, puis qu'en France, là, il y avait une liste là, des risques. Tu sais, à la base, là, les municipalités, parce que François Robillard, le maire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, quand on discutait avec sous-ministre Croteau, Marc Croteau, ben, c'était une identification sur le certificat de localisation où est-ce qu'on avait une mention d'être protégé, dans notre cas, d'être protégé par un ouvrage de protection. C'était ça à la base, puis là, ben, le règlement est parti un peu champ gauche. Puis on est arrivé dans. Ce qui me dérange beaucoup, c'est dans le processus qu'on est arrivé pour ce règlement-là, parce qu'il y a une certaine intersectorialité qui a été mise en place par le gouvernement, mais une intersectorialité partielle, alors qu'on a évacué totalement la science sociale et la science humaine pour se concentrer sur des sciences d'hydrologie et de cartographie. Puis même, ben, comité aussi municipal, alors que qu'à la fin, on faisait signer des ententes de confidentialité aux personnes qui faisaient partie de ces comités-là. Puis quand certaines municipalités voulaient cogner à la porte pour participer, ben, on leur disait non, vous n'étiez pas là au départ. Fait que c'est sûr et certain que de rassembler un très grand nombre de personnes alentour d'une table, c'est peut-être plus difficile au niveau des discussions, puis ça rallonge un peu, mais encore là, si c'est bien fait, et si on a une ouverture aussi à avoir
l'opinion des autres et non une idée préconçue et de rattacher des gens qui se rattachent un peu à cette idée-là pour ramener. Mais la démarche est hyper importante, puis malheureusement, ce qu'on voit, c'est que dans la démarche, ben, il y a des personnes qui ont été oubliées, puis ces personnes-là, ben, c'est eux qui vont en payer le prix en grande partie. Là. J'ai encore une réflexion, là, mais j'en ai pas mal à chaque panel de présentation. Catherine de Libranville, urbaniste, c'est sûr que moi, je regarde ces questions-là du point de vue de l'aménagement du territoire. Puis, tu sais, quand on parle de choix de société, ben, j'ai l'impression que beaucoup de ces choix-là relèvent de l'aménagement du territoire parce qu'au final, on parle on additionne toutes ces propriétés-là qui sont concernées, on parle de l'avenir de milieu de vie, là, on prend une décision sur est-ce que ce milieu de vie-là va être viable ou pas à long terme, puis ça a beaucoup d'implications dans nos décisions. Puis je trouve que, en tout cas, dans mon expérience, l'urbanisme et l'aménagement du territoire, c'est quand même, par définition, relativement assez intersectoriel, là, parce que ce qui fait qu'un territoire aménagé, habité va être durable, de qualité, qui répond à nos besoins actuels et aussi futurs, ben, ça dépend de plein d'éléments. Tu sais, la résilience face aux inondations, c'en est un. Comme on l'a dit, il y a plein d'autres aléas auxquels on devrait essayer d'être résilient, mais on a aussi plein d'autres préoccupations sociales et politiques. Fait que moi, tu sais, des fois, je trouve que je me retrouve dans des positions assez contradictoires où quand je travaille avec une municipalité parce qu'il y a un ou deux élus ou fonctionnaires motivés dans la municipalité, bien, on se retrouve à essayer de convaincre les autres que c'est important d'intégrer la gestion des risques et des inondations dans la planification du territoire par rapport à toutes leurs autres préoccupations. Puis au contraire, quand je suis dans des espaces, des fois un peu comme ici, où on est là pour les inondations, bien, des fois, je ramène l'idée que, tu sais, des fois, c'est correct d'avoir d'autres préoccupations. Tu sais, si je prends l'exemple de l'habitation, ben, peut-être que dans certains cas, c'est mieux d'avoir une habitation légèrement exposée que d'empirer la crise du logement. Là, je caricature un peu, mais dans le sens qu'on a d'autres décisions à prendre en aménagement du territoire. Donc, je trouve ça assez drôle d'être un peu dans ces deux postures-là contraires. Puis, c'est ça, c'était comme une réflexion par rapport à ce qui a été dit avant, mais je pense que puis on pense tout, évidemment, que notre discipline, c'est la bonne porte d'entrée pour un milieu, mais j'essaie d'être humble et de me dire que c'est correct qu'il y a d'autres disciplines aussi, mais je trouve qu'en agence territoire, on est quand même une porte d'entrée intéressante en tout cas parce qu'on est déjà dans l'aménagement du territoire, c'est une responsabilité politique dans la loi, là, puis c'est constamment des décisions où on veut concilier des préoccupations, on veut du transport collectif, on veut des commerces de proximité, on veut protéger nos milieux naturels, on veut être résilient face aux inondations, plein d'autres choses. Voilà. Des définitions, on est dans le même biais scientifique. J'ai fait mon doctorat en urbanisme. Une des définitions de l'urbanisme, c'est le processus, c'est la traduction de la connaissance en action. Je traduis puis je paraphrase, mais on en parlait plus tôt. En fait, je pense qu'au début, Nicolas, c'était le défi. Tu as mentionné plusieurs années de réflexion, d'analyse, de compréhension pour arriver à un petit moment. Et en écoutant, quand on rentre dans l'intersectorialité, dans toutes les perspectives, en fait, parfois, notre analyse, nos discussions, ça devient tellement large qu'on se sent noyé, désolé, ou bien bouleversé, c'est trop. On a parlé de prise de décision, on a regardé les processus, les gouvernances. Il y a une gouvernance, il y a plusieurs gouvernances existantes aujourd'hui au Québec. Plusieurs instances de prise de décision gouvernementaux, mais aussi plusieurs acteurs au niveau local aussi qui participent régulièrement à tous les jours, actuellement, aujourd'hui, demain. Est-ce que le problème est parfois quand on vise une cartographie comme ça, est-ce que ça nous distrait un peu des petits problèmes qui sont gérables et qui pourraient être vus comme un assemblage de solutions qui nous portent vers des prises de décision, des choix sociétals qui sont toujours en cours? Et ça me fait poser cette question parce qu'on a parlé de choix de société, on a parlé de différentes stratégies existantes, on a parlé des approches de gouvernance qui existent, qui sont
pas terrible quand même, si on regarde de point de vue planétaire. Euh, Est-ce que cette question devient trop large, trop petit? Est-ce que c'est bien de viser toutes ces différentes perspectives? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que, tu sais, à la fin, la cartographie, là, c'est un outil. C'est un outil qui devrait évoluer avec la connaissance, avec le temps. Moi, je trouve que, pour répondre à ta question, je trouve qu'on se complique bien gros les affaires. Tu sais, on attend toujours d'avoir la certitude que ce qu'on va faire, ça va faire la job. Je vais prendre un exemple niaiseux, là. Mais tu sais, les dommages là, causés par les inondations, là, c'est au sous-sol que ça se passe. 85% des cas. Quoi qu'essayer de régler tout le problème de l'inondation au Québec, là, on n'essaye pas de régler ce petit problème-là qui va réduire les dommages de 85%. Puis quand ça va être réduit à 85%, on pourra passer à un autre problème parce qu'on n'aura plus de problème d'inondation. Tu sais, c'est. Moi, je trouve que des fois, là, on va tellement loin dans notre besoin d'être certain de prendre une décision. C'est là on met en place une réglementation là, qui empêche tout le monde de vivre. Alors que le petit problème, là, c'est dans les instituts sous-sols. C'est juste ça le problème. Ouais. Je sais pas. Je vais rajouter deux choses, mais peut-être je voudrais vous faire réagir tous. Alors, je suis en partie d'accord avec ça, mais pas complètement. Ben, c'est ça. Mon cousin est architecte, puis j'ai un sous-sol, mais mon problème, il ne vient pas du sous-sol. Si j'ai un problème il vient de mon toit, il vient de mes gouttières, il vient de la gestion des eaux. Mais revenons à ça, parce qu'effectivement, le processus de résilience est encore une fois un processus. Puis là-dedans, il y a des éléments qui touchent à la gouvernance, à toutes sortes peut-être aussi faire réagir mes collègues ici ou dans la salle. On n'est pas dans le processus de résilience, pour plusieurs raisons. D'abord, ce que tu viens de mentionner est un exemple, mais problème, encore une fois, le changement climatique et les risques systémiques. C'est fini, ça. Il faut arrêter de penser que c'est juste un cours d'eau qui va déborder, là. C'est fini, ça. Non, mais ce que je veux dire par là. La cartographie, là, oui, mais ce que je veux dire par là, dans d'autres domaines, parce que tu pourras en parler vivre en vie, parce que vous avez aussi, il y a aussi toutes sortes des architectes designers à l'heure actuelle. C'est en grande partie les choix de société, là. C'est vers eux qu'on devrait se tourner. Pourquoi? Et il y a des pays qui le font. La gestion des eaux de pluie, premier des éléments. Parce que je parle de débordement, là, mais plein de choses qui sont apparues l'été dernier, là, c'est les toits qui débordaient. C'est pas les sous-sols. Là. On a les toits plats beaucoup au Québec. Là. Il y a des endroits où dans le monde, là, on arrête de construire les toits plats. Là. Parce que quand on reçoit comme je disais hier, il y en a certains qui étaient du 55 mm/h, il n'y a pas de toit plat qui est capable de résister à ça. Là. On a eu des exemples, ils sont venus nous montrer, d'ailleurs, vivre en ville aussi, je pense que vous étiez là, mais où les quantités de précipitations accumulées sur certains toits de Montréal, on est capable de passer à travers, mais la plupart du temps, non. Bon, tout ça pour dire que, est-ce que ce processus de résilience, on devrait véritablement commencer à le mettre en place, intégrer les connaissances et faire en sorte qu'on, pratico-pratique, on commence à mettre en place des mesures pour réduire ces risques-là, qu'ils soient des débordements de cours d'eau ou d'autres phénomènes. Nous faisons face à des phénomènes que nous n'avons jamais vécus dans nos régions. On peut-tu commencer à apprendre de ça? Puis j'aimerais ça vous entendre justement parce qu'il y a des conséquences, des choix de société. On n'est pas en processus de résilience. Pourquoi? Ou si on l'est, comment s'améliorer pour aller plus vite? Parce que le climat, il change plus rapidement que notre capacité à faire face. C'est ça le problème. Je vais revenir aux citoyens, citoyennes, parce que je trouve que c'est eux qu'on entend pas beaucoup. Quand on les a rencontrés pour la recherche à Pointe-Gatineau, on s'intéressait à la récurrence des inondations. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est que la deuxième fois, on était moins stressés puisqu'on a appris. On a appris comment faire. On sait mieux. Et on aimerait ça, avoir un endroit où est-ce qu'on peut le dire pour être soutenu, pour partager avec les autres. Fait que les processus de résilience, ils existent, si on appelle ça processus de résilience, mais d'adaptation, je ne sais pas.
ils existent, sont là, mais je trouve ça intéressant ta perspective. On s'en préoccupe pas, on est plus en train d'être en attente puis paralysé par ce qui s'en vient. Mais ça serait intéressant, effectivement, d'entendre les gens. Puis je suis certaine, tu sais, il y en a qui disent, moi, je veux pas, je veux partir, mais il y en a qui veulent rester. Donc, est-ce qu'on peut les accompagner dans continuer, comme bonifier les apprentissages qu'eux ont déjà fait de leur expérience en amenant les idées qui viennent des architectes, mais donc le processus de résilience pour certaines personnes, pour certaines communautés, tu sais, qui font un retour d'expérience, puis qui se disent, bon, est-ce qu'il y a des gens qu'on a oubliés, etc. Fait que, il y a des choses qui se passent, mais on ne met pas la lumière dessus. Merci. Oui. Rapidement, l'un des leviers pour accélérer ce fameux processus-là de résilience, c'est le maillage avec les acteurs du milieu. Puis je pense que le risque est en train de se rediriger pour accélérer ce maillage-là, mais en termes d'acteurs du milieu, on parle de citoyens, oui, on parle d'élus. Malheureusement, François, c'est le seul représentant municipal, élu municipal qui est là depuis hier. C'est dommage, en fait. On parle aussi de maillage avec les architectes et les designers urbains, les architectes de paysage. Je crois qu'il y en avait un hier, un architecte de paysage. Il faut accélérer cette mise en commun-là des connaissances puis du transfert de connaissances parce qu'il y a une intelligence collective chez ces gens-là. Encore faut-il qu'ils soient mobilisés sur cet enjeu-là. Donc, je pense qu'il y a une des clés réside là-dedans. Je pense qu'il y a un travail qui se fait présentement. Là, tu sais, l'architecture sans frontières, c'est un très bel exemple là, d'initiatives qu'on met en place. Le Centre Intact fait beaucoup de choses. Mais ça, c'est un processus où on doit venir changer le code du bâtiment, par exemple. Tu sais. On est encore dans 10 ans. Là. Tu sais, moi, ce que je dis, c'est oui, tout ça, il faut le faire. C'est clair qu'il faut le faire. Puis peut-être c'est là qu'il faut commencer pour que les nouvelles constructions soient davantage adaptées. Mais il y a quand même 90% du code bâti là, qui va être dans l'eau demain. Puis c'est les maudits sous-sols qui vont être affectés. Tu sais. Mais ça. Mais ce que tu dis, là, c'est. Là, on va regarder dans le Grand Montréal, là, combien de. Tu sais, d'après vous, parce qu'on dit tout le temps, les villes ont laissé les gens s'installer là, combien de maisons ont été construites illégalement dans la zone non habitée? Illégalement. Combien il y en a? À peu près aucune. C'est ça la réalité, là. On a commencé dans les années 80 à encadrer ça. Avant, les gens, il y en avait, mais souvent des maisons avec des vides sanitaires, on se construisait. C'est l'héritage du développement des villes au Québec. Et la vulnérabilité qu'on a aujourd'hui dans la zone non-habitable, c'est une vulnérabilité qu'on a laissée s'installer en toute légalité. Oui. Et aujourd'hui, on vit, en tout cas dans le Grand Montréal, on vit un dur parce qu'on n'a à peu près pas de données, on a 40 ans de données statistiques. On a 3 événements, 17, 19, 23, qui pèsent énormément dans les stats. Fait que la ligne, elle monte de 60 cm d'un coup. Donc, on rajoute en plus tout le monde qui était juste sur le bord de la ligne du 20 ans historiquement, qui ont toujours été là légalement. Ben là, on va y chercher, puis on va chercher bien plus loin qu'on aurait voulu. Donc, tous ces gens-là, premièrement, ils se sont installés là de plein droit. On peut même présupposer en parfaite connaissance de cause en fonction de la façon dont on voyait le risque au moment où ils se sont installés là. La dérape qu'on a laissé faire, c'est, là je suis très d'accord avec toi, c'est l'ajout de vulnérabilité, surtout en sous-sol, qui pèse énormément lourd. Puis la raison pour laquelle le gouvernement est aussi stiff dans ce qu'il propose, là, et c'est très légitime, il n'y a plus le goût de payer. Il n'a plus le goût de payer ce que ça lui a coûté en 2017 puis en 2019. Et ça, c'est légitime. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ça coûte moins cher? Le pari du gouvernement, c'est de dire ben, on va être plus sévère avec notre cartographie, plus sévère avec les normes, donc on va sortir le cadre bâti étant vu comme un problème dans sa totalité, mais ce n'est pas toute la maison qui est problématique. Puis je nous rappelle que 99,9% du temps, c'est sec une zone inondable. C'est ça aussi. Et dans la CNM, j'ai 55% de zone agricole. On ne passe jamais la ligne. Les villes ne nous aiment pas, mais on n'a jamais accepté de bouger la ligne de la zone agricole. On a
à peu près 22% de milieux naturels résiduels qu'on a encadrés. On se fait poursuivre à coups de millions, de centaines de millions, mais on veut les protéger aussi. On a 400 000 logements d'ici 2040 à ajouter dans le Grand Montréal pour accueillir l'accroissement démographique. Les 19 000 logements dans la zone inondable, c'est plate, mais on ne peut pas les perdre. C'est plate, mais on ne peut pas les perdre. Peut-être certains. OK, oui, il y en a qui sont trop exposés, ça va être anecdotique. On va les garder. Ça coûterait des milliards relocaliser ces gens-là et on n'a pas les moyens ni l'espace pour le faire. Donc, ils vont rester là. Fait que le plan de match du gouvernement de ne plus payer, c'est pas que les dommages vont disparaître, c'est que lui ne les assumera plus, puis on va tout remettre sur la peau du propriétaire, sur la tête du propriétaire. Et là, c'est là où il faut penser peut-être à des mesures comme ça qui sont enlevons la vulnérabilité qui est présente. Les sous-sols, c'est le cas. Les assureurs, s'il y a un feu pour construire tel que c'était avant, mais pourquoi, quand on est en train de reconstruire un bien, on ne permettrait pas, puis on ne favoriserait pas la reconstruction plus résiliente et ainsi de suite? Mais c'est ça les vrais problèmes aujourd'hui. C'est de prendre acte du fait que les maisons qui sont dans une zone, elles vont rester là. C'est ça la vie qui est devant nous. Donc, il faut agir sur les leviers. Puis, je pense que ça, c'en est un, parce qu'on le connaît, là, quand on se met le nez dans les réclamations du programme général d'aide financière, puis c'est là que ça pèse. Donc, on en a une porte là, qui est vraiment pas si complexe que ça. On a commencé notre discussion en soulevant, on est sur le temps, donc oui, je vais arrêter après, on peut jaser, hein, pas besoin, mais formellement, je vais clôturer. Mais on a commencé en parlant des enjeux. On a mentionné plusieurs solutions. Il y a eu plusieurs présentations à travers ces 2 jours sur des analyses, des points d'action, des possibilités, tout ça. Clôturons sur des points optimistes. OK? Avec l'approche d'insectorialité, on a gentiment mentionné la mission du risque, merci. Donc, on cherche vraiment à aller vers cette résilience, qu'on prenne des choix informés qui nous mènent vers un futur qui est intéressant, résilient, qui est fun. Alors, dernier mot, c'est quoi la vision optimiste aujourd'hui? C'est quoi les opportunités théoriques qui ressortent du travail que nous sommes en train de faire, qui est intersectoriel, interdisciplinaire, tout ça? On se donne 1 minute chacun. 60 secondes, je Oh. compte. On a 3 minutes, mais on va faire semblant qu'il y a 5 minutes. Vas-y, Philippe. On peut commencer par Nathalie. Nathalie. Je ne serais pas prête. Je me lance, mais moi, je vais être vraiment court. D'abord, continuer à travailler ensemble, renforcer je disais tout à l'heure, ce processus de résilience, c'est aussi là. Ça va être là. Je vais prendre un exemple. Moi, j'ai appris énormément depuis que je suis au risque, l'importance de la connaissance des autres. Dans ma propre discipline, je vois plus du tout les choses de la même manière. Je travaille en modélisation, dans les modèles. J'essaie de pousser mes collègues vers d'autres endroits où ils ne sont pas confortables d'aller. On sent les résistances, mais je vais continuer à insister. Mais cette capacité à travailler ensemble, cette relation de confiance, elle est fondamentale. J'ai écouté d'ailleurs mes collègues de Précrisa, ils ont exactement ce même problème-là quand on parle des crises sanitaires. Mettre en place aux éléments à long terme, continuer à travailler ensemble. Ces problèmes-là qu'on a vu émerger, dont on a tous entendu parler, il y a des outils qui s'en viennent. Il va falloir continuer à les améliorer, cette information-là, mais mieux communiquer l'information auprès des personnes. Et se servir du savoir local aussi, et de cette expertise, ça fait plusieurs jours qu'on en parle, d'ailleurs, c'est pas juste d'ailleurs ici. L'expertise, elle vient à tous les niveaux. Puis ça, faut s'en servir. Juste d'optimiser la façon dont on a déjà les connaissances, ce serait une façon déjà d'aller un peu plus loin, puis continuer à travailler ensemble pour nous amener ailleurs dans ce processus de résilience qui est juste un processus itératif et qui demande de l'énergie, oui, mais de la volonté et surtout une écoute. Voilà. Merci. Juliette?
Moi, je pense au phénomène d'éco-anxiété qui prend de plus en plus de place, surtout chez les jeunes, puis qui vient beaucoup du fait que tout est trop gros, on ne comprend pas, puis on n'a pas de pouvoir. Nous, en sciences naturelles, on génère de l'anxiété. On leur génère des risques avec des gros chiffres, hein. Mais j'ai l'impression qu'à travers l'intersectorialité comme ça, on a des gens qui vont être dans le domaine justement de l'architecture, de l'aménagement du territoire, qui n'ont pas nécessairement besoin d'attendre tous nos chiffres, que tout soit final. Ils peuvent proposer des solutions. Comment on fait pour que le bâtiment soit durable? Tu es dans une zone inondable, comment on fait pour te protéger sans nécessairement te délocaliser? Ça offre des. Tu sais, c'est un peu de l'empowerment. Ça donne des solutions aux gens de dire OK, moi, je suis dans cette situation-là, mais c'est pas la fin du monde. Si jamais je suis inondée, je peux rebâtir, je peux avoir une aide financière pour avoir un deuxième étage au lieu d'un sous-sol, je ne sais pas, je suis un peu n'importe quoi, mais de donner un peu d'espoir, justement, qu'il y a des solutions concrètes puis innovantes qui vont éventuellement devoir être intégrées, peut-être dans le code du bâtiment et tout ça, là. Mais c'est ça, être en mode solution en même temps qu'on est en mode caractérisation des risques. Oui. Ben, moi, je me souviens quand j'ai rencontré mon planificateur financier la première fois dans ma vie, il m'a demandé si j'étais plus type conservateur, plus gros le risque ou à quelque part. Puis c'est peut-être ça qui est notre problème. On ne l'a pas fait, ce cas-là, que pourtant on fait tous chacun dans notre vie financière. En tant que société, là, le curseur, il bouge, puis c'est normal. Ce qui se passe là, c'est normal. Là, on va avoir un règlement qui va s'adapter, mais très rapidement, comme n'importe quel tu parles d'éco-anxiété, les anxieux ne le sont plus le jour où le phénomène arrive. Parce que là, on est en mode réaction, on agit, puis c'est ce qu'on va vivre. Dans 6 mois, on va tout être une gang d'anxieux face au règlement qui va devoir vivre avec, puis trouver les réponses. Ça va être sans doute le moment où il va venir se confirmer le fameux curseur. Je pense que depuis, s'il y a quelque chose de très riche depuis 5 ans, je trouve ça le fun, là, moi, je viens plus de sciences politiques, là, c'est mon background. On est plus dans le travail social, les sciences naturelles. Je trouve qu'on est très bien outillés pour amener des réponses à ça. Il va juste falloir peut-être prendre le temps de le faire consciemment, ce positionnement-là du curseur, et non pas à l'arrivée dans 20 ans, dire bon, finalement, on a laissé les choses aller sans préoccuper, puis le curseur s'est arrêté là. Je pense qu'on a un beau moment là. Autant ça va être un événement, puis je l'ai souvent dit, puis les élus de la CMM qui ont tenu la lettre ouverte, c'est ce qu'on a dit, c'est un moment, il y a un avant puis un après. On est vraiment dans un moment pour la gestion du risque d'inondation où il y a un avant, il y a un après. Débit est arrivé, c'est un autre avant-après qui se cumule à celui-là. Mais je me vois très bien outillé faire face à ça, juste par le monde qui est ici, par le fait qu'il y a du monde pas universitaire aussi, qui collabore, qui cohabite aujourd'hui quasi naturellement. C'est rendu, je pense qu'on est rendu ailleurs. Fait que je pense que c'est très positif pour le moment qu'on vit, mais ça va être une grosse année. Moi, je dirais qu'il faut favoriser ces communications-là, comme on vient de vivre dans les 2 derniers jours. C'est des disciplines parfois qui n'ont pas tendance à communiquer entre elles, mais je pense que chacun d'entre nous, nos visions ont changé avec le discours d'un autre qu'on n'a pas tendance à intégrer de façon naturelle. Juste d'être au fait de ce qui existe comme on fait dans le cadre de ce colloque-là, c'est quelque chose qui est vraiment, on va changer un petit pas à la fois notre vision de qu'est-ce qu'on doit considérer dans la globalité, la cartographie, si on s'y concentre juste de façon en hydrologie, en géologie, ben, on n'aura pas le même impact que si on considère le point de vue humain. Donc, c'est à chacune de ces petites communications-là qui fait en sorte que nos outils deviennent de plus en plus efficaces. C'est aussi de repenser que oui, on le fait à l'intérieur d'un réseau, et c'est de rendre accessible un peu comme dans le grand cadre de l'ACFAS, oui, il y a des milieux qu'on n'est pas juste en recherche, mais comment on peut rendre aussi accessible aux citoyens que peut-être c'est plus difficile pour lui là, de venir s'intégrer dans ça, mais on veut qu'il soit intégré là, dans les échanges comme aujourd'hui. Donc, tu sais, de rendre tout ça plus accessible, que la communication entre les différents secteurs puissent avoir lieu. Merci. Et après cette réflexion, cette période de réflexion, Nathalie, tu es parvenue à avoir le dernier mot. Oh, c'était pas l'objectif parce que Certainement. en fait, moi, ce que je trouve, effectivement, les échanges qu'on a, c'est intéressant. J'ai beaucoup de plaisir à revoir les mêmes personnes, puis de continuer l'échange, puis d'approfondir mes connaissances là, de colloques en événements. Mais j'ai un mais.
Puis j'essaie de m'en débarrasser, mais j'y arrive pas. Comment on peut élargir ces discussions-là, tu sais? Tu soulignais pendant que François était sorti que tu es le seul élu, tu sais, qui est ici. Ben, comment on peut s'assurer que notre discours percole là, plus largement que dans un réseau qui commence là, à se sentir de plus en plus à l'aise? Fait que je suis désolée pour le mais oui, je trouve qu'il y a plusieurs choses. Tu sais, c'est intéressant, nous, ce qu'on a compris ensemble, mais the more, the merrier. Là. Comment on peut amener d'autres gens, faire participer d'autres gens à la discussion. Je vais faire ce que je peux en Outaouais. Super. Merci beaucoup à notre panel ici. Aussi à tout le monde qui sont dans la salle et en virtuel aussi. Merci à vous. On peut applaudir. Et pour bien clôturer, Philippe reste là, mais Philippe, en tant que notre directeur général, on va lui accorder un petit quelques minutes pour clôturer. Pas longtemps, désolé, je suis attendu en assemblée départementale avec d'autres collègues. Et je vais leur partager la bonne nouvelle parce que une discussion très intéressante. On va reparler des colloques aussi tout à l'heure. Bon, d'abord, c'est toujours le fun de se voir en vrai. Le Zoom et le virtuel, le cinéma, c'est bien, mais on n'a pas tous le temps de se maquiller. Et c'est surtout que le partage euh, des connaissances, ça se fait aussi avec des vraies personnes, pas juste à l'écran. Alors, des choses. Deuxième élément, tout le monde prend le temps de venir ici. Bon, on excuse évidemment ceux qui n'ont pas pu venir, mais la prochaine fois, vous allez tous être là. De toute façon, en virtuel, même si certains nous ont déjà quittés parce que c'est le temps d'aller manger. On va continuer ces discussions-là. L'année prochaine, tout à fait, Nicolas, on a une année qui s'en vient qui va être riche de toutes sortes de choses. On va devoir aussi apprendre le temps à digérer tout ça, continuer aussi nos réflexions, les antennes, le développement aussi de tout ce qui est en train de se faire en Outaouais ou à travers le Québec. D'ailleurs, juste pour vous partager, parce que ça c'est vraiment important. D'ailleurs, Nicolas, je vais avoir des discussions avec toi sur la CMM, parce que quand on va avoir cette carte d'inondation qui couvre un territoire aussi gigantesque dans la CMN, je vais te partager mes propres expériences dans la vallée du Richelieu. Ça serait intéressant d'en discuter autour d'un café. Mais tout ça pour dire aussi que le partage aussi des connaissances à travers le territoire du Québec, ça c'est fondamental, parce qu'on a des réalités évidemment territoriales, municipales, collectives, humaines qui sont très très variables aussi. Et on a besoin aussi d'apprendre de l'expertise locale pour faire remonter cette information-là à tous les niveaux, qu'ils soient universitaires ou qu'ils soient évidemment gouvernemental ou autre. Faut pas oublier aussi un joueur extrêmement important. Il est là, il veut nous aider, je pense, c'est le fédéral. Aussi, qui est en train de mettre en place aussi un certain nombre d'initiatives aussi à travers le Canada. On devrait aussi partager ces connaissances-là aussi avec nos autres collègues à travers le Canada. Ça va être aussi une partie de notre mission au cours des prochaines années. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Oui, Vous avez parlé de savoirs locaux un peu Oui. plus tôt, puis d'expérience avec le gouvernement fédéral dans le programme de cartographie PICAI. exactement. Ils mobilisent les savoirs locaux autochtones pour façonner une cartographie peut-être un peu différente. On ne va pas faire la même chose au Québec, mais ça serait peut-être un élément investi. Exactement. D'ailleurs, on va s'en reparler ensemble parce que justement, on est en train de mettre en place une discussion avec eux, faire une formation dans le cadre du projet PICAI. Ces savoirs locaux aussi, on en a besoin d'en parler. Je me rends compte aussi à quel point ce savoir local aussi est extrêmement important, notamment auprès des populations autochtones. On n'a pas souvent l'habitude de solliciter et il faut partager. Fait que tout ça pour dire que oui, il fait gris, mais c'est ensoleillé dans nos cœurs et dans nos têtes avec ce qu'on vient de discuter depuis 2 jours. Donc, partez avec l'espoir de continuer nos discussions parce que c'est ça qui va, malgré la grisaille aujourd'hui, cette espèce de temps d'automne. Le printemps s'en vient. On va tous avoir aussi des belles journées et continuer à partager tout ça ensemble. Donc, merci pour tout. Merci aux organisateurs parce que vraiment, vous avez fait un travail extraordinaire.